Donc je vais présenter maintenant Simon Bittman, son exposé sur Orson Welles. Simon est à terre assistant auprès de ma chaire au Collège de France. En 2018, il a soutenu une thèse brillante de sociologie à Sciences Po qui s'intitulait « Des loan sharks aux banques, croisades, construction et segmentation du marché du crédit aux États-Unis 1900-1945 ». Donc, il vient d'un autre univers au départ, mais le plaisir est dans la variété, la formation et l'apprentissage et les défis successifs, comme on comprend quand on fait des études sur la créativité. Une série d'articles issus de cette thèse sont sous presse et sa thèse elle-même, qui a reçu le prix de la revue Entreprise et Histoire, doit être publiée l'an prochain. Je lui donne la parole tout de suite. Ok, merci beaucoup de me donner la parole aujourd'hui. Donc, comme l'a dit Pierre-Michel, je viens d'un domaine un peu différent, qui est la sociologie économique. Mais bon, vous verrez, il y a des liens qu'on peut faire entre la question de l'achèvement et des réflexions plus générales sur la sociologie du capitalisme. C'est à ça que j'aimerais en venir. Mais avant ça, j'aimerais essayer de contribuer au thème de la journée à travers cette étude de cas donc, qui porte sur Orson Welles. Qui a souvent été en fait qualifié de le cinéaste de l'inachevé. Et un des objectifs de la présentation, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on l'a si foncièrement associé à l'inachèvement. Et c'est pas juste parce qu'il n'a pas fini de film, parce qu'il y a plein de gens, voire même pas des réalisateurs ou pas des réalisateurs très connus, qui ont commencé plein de choses et qui les ont jamais terminées. C'est pas pour autant qu'on va les associer à la figure de l'inachèvement, qui est une forme de potentialité intrinsèque. Donc effectivement, il a eu plus de projets inachevés qu'aboutis. Et ce faisant, j'aimerais bien essayer de situer la position particulière qu'a le cinéma, parce que je pense que ça va être la seule intervention sur ce cas-là par rapport à d'autres études de cas dont on va entendre parler cet après-midi. Alors juste un premier point sur la trajectoire professionnelle d'Orson Welles, c'est juste un point que j'évoquerai maintenant, mais j'y reviendrai au fur et à mesure. C'est pour qu'on ait une idée un peu de sa trajectoire qui, à mon avis, importe. Donc il a une trajectoire plutôt fulgurante d'early bloomer, c'est-à-dire qu'il a commencé par Citizen Kane, qui au moment de sa sortie, quand il avait 25 ans, tout le monde a dit c'est le meilleur film qui a jamais été fait. Ça a été communément adoubé comme cela, et ça a été effectivement un succès commercial. J'ai mis les résultats du box-office. Et ensuite, ça a été une espèce de long descente au niveau de son succès commercial, ce qui je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est une importance pour comprendre sa trajectoire professionnelle. Donc il y a eu un deuxième grand succès en 1946, le Criminel, puis à partir de là, c'est que des échecs. Alors j'ai pas les chiffres de toutes les sorties en particulier, parce qu'à partir notamment de La Dame de Shanghai, qui est le premier moment où il y a véritablement un échec commercial retentissant, les chiffres sont même difficiles à obtenir. Il y a plein de gens qui disent qu'ils ont été cachés, etc., les chiffres officiels du box-office. Orson Welles décide d'aller en Europe, à la fois en tant qu'acteur, mais aussi pour chercher des financements. Et donc, la plupart des films qu'il va faire après La Dame de Shanghai ont en fait été produits en Europe ou en Afrique du Nord, à l'exception de La Soif du Mal en 1958, qui est le moment où il retourne aux États-Unis pour essayer de refaire carrière à Hollywood. On reviendra beaucoup sur le cas de La Soif du Mal, qui est intéressant. Et puis ensuite, voilà, il retourne en Europe, parce que pour tout un tas de raisons, ça se passe assez mal. Je vois qu'il manque une partie du tableau. Oui, c'est étrange. Bon, je vais laisser comme ça parce que... Bon, c'est pas grave, on aura une... La plupart des jeux. Voilà. Bon, en tout cas, après, donc, à partir de 1958, Welles déserte un peu Hollywood, sauf qu'il revient à la fin des années 60 pour produire ce qui sera en fait son dernier film, qui est un film inachevé, qui s'appelle The Other Side of the Wind, dont vous avez peut-être entendu parler, parce qu'il a été récemment achevé par le distributeur et producteur américain Netflix. Donc ça a défrayé tout un tas de choses. Il a failli être montré à Cannes il y a 2 ans, parce qu'aujourd'hui c'est le début du Festival de Cannes, c'est pas l'année dernière, c'était l'édition encore d'avant. Et finalement, à la dernière minute, Thierry Frémaux a décidé que c'était pas possible de montrer des films de Netflix au Festival de Cannes, parce qu'il n'avait pas de distribution dans les cinémas français nationaux. Donc le film finalement n'a pas été projeté
au festival, mais en tout cas, il était en lice. Et donc, je vais revenir un peu sur la trajectoire spécifique de ce film-là. Donc, il est présenté en fait par Netflix communément, et ça, là, je vous cite l'épitaphe du film qui est disponible en ligne. Si vous avez un compte Netflix, vous pouvez le visionner. Ce film est une tentative pour honorer et achever, donc le verbe employé, c'est complete, sa vision. Voilà, et donc en fait, c'est un film un peu d'un nouveau genre auquel on fait face, parce que c'est pas vraiment un film restauré, comme il y en a eu un sacré ensemble, et c'est pas non plus un film standard quoi, qu'on aurait simplement tiré dans sa trajectoire. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant, c'est que Netflix a aussi produit un documentaire qui s'appelle They'll Love Me When I'm Dead, et qui est un documentaire en gros sur ce film-là et pourquoi il a été inachevé. Alors, une couche supplémentaire avant de rentrer dans le détail, c'est que le sujet du film, c'est donc l'histoire de John Huston, qui est là, vous le voyez un peu dessiné sur l'affiche, et qui joue le rôle d'un réalisateur qui est en train de finir son dernier film et qui, dans le film, meurt d'un accident de voiture après avoir célébré son 70e anniversaire, et qui essaye péniblement de trouver des financements pour finir son dernier film. Et donc c'est une espèce de mise en abîme sur l'inachèvement qui rend la nécessité de séparer entre différents niveaux. Alors l'exposé, je vais le faire en 3 parties assez rapides. En gros, je vais essayer de comprendre ce qui, dans la trajectoire d'Orson Welles et dans ses choix, permet d'expliquer le fait qu'on l'associe à l'inachèvement si fortement, et en gros les conditions de possibilité d'une telle effervescence sur les projets qui n'ont pas abouti. Et donc les 3 parties, en premier lieu, je vais essayer de détailler un peu les modalités prises par l'inachèvement dans le cadre du 7e art. Dans une deuxième partie, je vais revenir précisément sur les potentialités intrinsèques de l'inachèvement, et notamment le cas The Other Side of the Wind. Et dans la 3e partie, je vais ouvrir sur quelques réflexions plus générales que cette question de l'achèvement pose pour la sociologie économique, en particulier sur la notion de valeur. Alors, l'arc général... Alors, du coup, pour entrer dans la première partie, donc, il y a 3 traits qui me semblent assez distinctifs du cinéma, mais c'est quelque chose d'assez communément admis par rapport à d'autres formes d'art. Je suis désolé qu'il manque une partie du slide, du coup je vais devoir le faire à l'oral. Il y a d'abord un rapport très spécifique à l'argent qui a souvent été interprété de manière un peu matérialiste, de manière un peu surdéterministe, en disant, en gros, là je cite une citation de Fellini qui est citée dans le livre de Gilles Deleuze, L'Image-Temps, où il dit, en gros, le film sera fini quand il n'aura plus d'argent. Donc on s'arrête à un moment donné parce qu'il n'y a plus d'argent, et ça a été souvent interprété dans le cinéma ou présenté comme tel. Le processus créatif est fortement encadré par la dimension financière. Alors le deuxième élément, c'est qu'il s'agit d'un processus collectif, ce qui ouvre tout un tas de questions pour la question de l'achèvement, puisque ce n'est pas uniquement un artiste qui positionne un jugement sur une œuvre, mais c'est un collectif de gens qui ont des hiérarchies, des séquences affiliées. Et la 3e spécificité, c'est la nature multimédia, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des risques d'achèvement d'inachèvement qui portent sur différents aspects de la production. Ça peut être l'image, ça peut être le son en particulier. Et dans le cas d'Orson Welles, c'est souvent quelque chose qui apparaît. Alors ces 3 dimensions ont souvent été mises en avant pour critiquer la notion d'intentionnalité en cinéma. Donc c'est souvent l'art qu'on met en avant pour dire la notion d'auteur n'a pas de sens. C'est qu'une fiction qui regroupe en réalité un travail collectif, etc. Alors, je mentionne en particulier de ce point de vue-là la thèse récente de Jérôme Pacouret, qui a fait une histoire en gros en fait, pour montrer que l'émergence de la notion d'auteur et la notion de génie en cinéma, ça n'a pas toujours été comme ça. Ça a été le fruit de luttes de pouvoir, en particulier de syndicats d'artistes, etc., qui, depuis les débuts du XXe siècle, ont essayé d'imposer, d'ailleurs de manière différente en France et aux États-Unis, l'idée qu'il y avait que le cinéma, c'était l'auteur et donc le réalisateur. Ce n'est pas quelque chose de complètement non plus donné. Mais en tout cas, en particulier par la critique et par la théorie filmique, ces 3 dimensions-là ont été utilisées pour critiquer la notion d'intentionnalité. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où un film est inachevé, et on voit ça très couramment dans le cas d'Orson Welles, on s'appuie de manière quasi exclusive sur les directions qui sont données par le réalisateur pour finir le film, comme si c'était le seul arc possible d'achèvement d'un film. Donc en cinéma, quand on parle d'inachèvement, souvent
l'idée, c'est moins pour parler d'échec, mais ça dénote une forme d'effervescence. C'est-à-dire, c'est pas juste un film qui est inabouti, c'est pas juste un échec, ça a suscité une forme d'attente, d'effervescence et donc une forme de frustration. Alors, ce qui est intéressant chez Wells, c'est qu'il y a de très nombreux projets en fait qui sont inaboutis et qui permettent de dresser une rapide typologie des formes d'inachèvement. Alors là, je me prononce pas sur le fait sur la définition même de l'inachèvement, j'y reviendrai un peu plus tard. Alors le premier film je vais juste passer en revue quelques exemples pour pouvoir qu'on y voit un peu plus clair sur sa trajectoire dans l'inachèvement. Donc le premier qui est très connu, qui est Don Quichotte, que lui-même apparemment parfois nommait avec une réflexion un peu ironique « When are you going to finish Don Quichotte ?» Donc il avait lui-même en germe cette idée que c'était un film qui a été d'ailleurs qualifié par la critique comme inachevable. Alors, la trajectoire de ce film est particulière parce que les deux acteurs qui ont été recrutés sont décédés, donc effectivement c'était difficile de finir le film dans ce contexte-là. Il avait filmé en même temps sur différents formats, en différents lieux. À chaque fois qu'il revenait dessus, il retournait plusieurs scènes, donc il y a un caractère très chaotique. Et par ailleurs, il avait lui-même volontairement mal noté les étiquettes des bobines pour que, à titre posthume, on ait de la difficulté à notamment de synchroniser le son et l'image. Donc il y avait une volonté que ce film ne puisse pas être achevé. Donc c'était un véritable casse-tête qui était aussi un casse-tête juridique parce que les morceaux de film étaient un peu éparpillés partout. Et il y a eu plusieurs versions, plusieurs tentatives qui ont été faites pour finir le film, en particulier une qui a été supervisée par Costa Gavras. Mais encore aujourd'hui, en fait, aucune de ces versions n'est présentable. Alors, un autre cas un peu différent, c'est le cas de The Deep, qui est un film qui a été tourné avec Jeanne Moreau, qui, lui, non plus, n'est pas fini. Alors là, il y a eu aussi un décès d'acteur, qui était l'acteur principal qui jouait avec Jeanne Moreau, qui n'est pas extrêmement connu. Alors, dans ce film, il y avait quasiment contrairement à Don Quichotte, il y avait quasiment la totalité du film qui était terminée, sauf la scène finale où il y avait une énorme explosion en fait, c'est une course-poursuite entre deux bateaux. Et il devait y avoir une explosion finale qui était la scène vraiment climatique. Et en fait, elle n'a jamais été tournée. Et vraisemblablement, Wells aurait perdu l'intérêt dans ce film. Pour ce film, après n'avoir jamais fini cette dernière scène. Donc dans ce cas-là, le problème qui se pose, c'est que, d'une part, les négatifs ont été perdus, mais il y avait des versions de travail qui existaient. En gros, la version de travail en cinéma, c'est quand on a fait un espèce de pré-montage sur les rushs qui existent. Et donc on peut se dire, ça, c'est la vision de l'auteur. Parce qu'on n'a pas besoin des négatifs, effectivement, c'est-à-dire de la matière, pour reconstituer sa vision, puisqu'on a le découpage défini. Le seul problème, c'est que la plupart des scènes ayant été tournées sur un bateau, il fallait faire quasiment tout le film en ce que les techniciens appellent la post-synchronisation, c'est-à-dire qu'il fallait réenregistrer tous les dialogues. Alors, du coup, est-ce qu'on peut considérer que le film est achevé de ce point de vue-là, sachant que l'image a bien été filmée, montée selon la vision de l'auteur, mais les sons ont été aussi enregistrés, mais ils n'ont plus été post-synchronisés. Alors, il y a une version qui est visionnable, qui a été restaurée, pour le coup, par le musée des films de Munich. Et voilà, peut-être un jour, elle sera diffusée. Alors, donc ça, c'est pour l'aspect... donc, il y a un facteur qui peut jouer, c'est le moment où la production est inachevée. C'est-à-dire, on n'a pas toutes les scènes, où on n'a pas tout le son. Un deuxième critère, ça peut être celui d'une post-production inachevée. Donc, c'est le cas notamment du Marchand de Venise, qui est un court-métrage que Orson Welles a réalisé, qu'il a filmé, qu'il a monté, mais qui n'a jamais été diffusé. Notamment parce que lui-même considérait qu'il n'était pas fini, mais il n'avait jamais vraiment indiqué pourquoi le film n'était pas fini. À la fin de sa vie, Orson Welles aurait dit, mais je n'ai pas réussi à vraiment retrouver la source, que les deux seuls films qu'il considérait comme étant non finis, c'était Don Quichotte et The Other Side of the Wind. Donc tous les autres auraient été soit avortés, soit finis en un certain sens. Et un deuxième cas de post-production inachevée, c'est The Other Side of the Wind, où la plupart des scènes, vraisemblablement, avaient été filmées, le son également, mais qui n'a jamais été monté entièrement, ou entièrement...
pardon, pour le cas d'Other Side of the Wind, c'est vraiment un problème de montage, sur lequel je reviendrai juste après. Donc on a la question de la production, on a la question de la post-production, on a aussi la question de la distribution. C'est-à-dire, on peut dire, si un film a été effectivement produit, monté, est-ce qu'on peut considérer qu'il est achevé? En réalité, il y a notamment un film d'Orson Welles qui s'appelle It's All True, qui est en réalité un docu-fiction qu'il a tourné en Amérique latine dans les années 40, qui lui a été filmé, monté, enregistré. Le film existe, mais il n'a jamais été, en tout cas il existait et il n'a jamais été diffusé. En particulier parce que les studios, les fameux studios RKO pour lesquels Orson Welles travaillait, ont jugé que le propos développé dans le film était trop en inadéquation avec la situation politique. Donc c'était un film qui avait été commandé à Orson Welles dans le cadre d'un mouvement de réconciliation entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Donc il fait une espèce d'histoire de la samba, une espèce d'histoire en fait très populaire de la culture, de la musique et de la danse, notamment au Brésil. Et c'était pas du tout en adéquation avec un espèce de travelogue un peu commercial qui lui avait été demandé. Et donc le film n'a jamais été diffusé. Comme il a été en réalité financé par de l'argent public, les studios avaient aucun intérêt à diffuser ce film, donc ils ont en réalité jeté les négatifs dans l'océan, selon la légende. Et il y a un documentaire qui est en cours de construction, qui normalement devrait sortir dans les mois qui viennent, où il y a des morceaux de ce film qui ont été remis ensemble, et voilà, on peut en voir une version un peu achevée. Et le dernier cas sur lequel j'aimerais me tourner, c'est celui de la soif du mal, avant de conclure sur ce premier point. Donc la soif du mal, c'est le moment où Orson Welles revient en Europe après une période, revient aux États-Unis après une période prolifique en Europe, et on lui propose un casting de choix, Charlton Heston, Marlène Dietrich, etc., pour filmer un film policier que vous avez peut-être vu, qui lui, pour le coup, existe, a vraiment été diffusé, qu'on peut visionner, etc. Donc Orson Welles finit le film, fini au sens, je ne me prononcerai pas du coup sur la question du jugement, etc., mais en tout cas, il envoie les rushs au studio Universal, et il commence à travailler sur le montage, et en fait, assez vite, au bout de 3-4 mois, il se rend compte qu'il avance pas du tout. Il a même donné une interview au Cahier du cinéma à l'époque pour dire que lui-même n'arrivait pas vraiment à avancer sur le montage de ce film. Donc, il demande à l'éditeur en chef, qui est donc institutionnel chez Universal, de monter le film. Après quoi, on lui propose une version montée du film, et il envoie un mémo qui est aujourd'hui très célèbre de 60 pages où il explique tous les changements qu'il aimerait faire au montage qui a été proposé par les studios. Il y a quasiment aucune des remarques de Orson Welles a été prise en compte dans le montage final. Donc le film qui a été diffusé était très très loin de la vision originale qu'en avait vraisemblablement Orson Welles, et la situation s'est tellement mal passée que le film a été diffusé comme ce qu'on appelle B-movie, parce qu'à l'époque, c'était, vous savez, les studios montraient toujours 2 films. Il y en avait un qui était le A-movie, puis le deuxième qui était le B-movie, et ça permettait de faire des techniques de fixation des prix en fonction de l'exclusivité et du degré de star, en fait, d'attractivité du film. Donc, à partir de là, il y a eu plusieurs étapes où en fait on est retourné au film original, on est retourné au mémo, on est retourné au script, au mémo qu'il avait envoyé de 60 pages, on est retourné à ses notes de travail. Quand je dis on, ça a été d'abord les studios eux-mêmes qui ont essayé dans les années 70 de refaire une version plus proche de la vision qu'en avait Welles, dans l'idée de refaire un succès commercial, et c'est ça qui est intéressant sur un film qui avait déjà été terminé, donc de ressortir une version plus vraie, mais de l'achever juste dans une optique de multiplier les profits qui pouvaient être tirés d'une seule œuvre. Donc ça a été la première étape. Et il y a eu une deuxième étape à la fin des années 90, où là, on a essayé vraiment de revenir au script originel et aux notes de travail d'Orson Welles, pour en gros finir la vision d'un film. Donc là, ce qui est intéressant avec ce cas-là, c'est qu'on a un film qui a été effectivement fini, diffusé, et pour autant, il peut être considéré comme inachevé du fait qu'il ne correspond pas à la vision qu'en avait l'auteur, ou la vision qu'on projetait dans ce film
la critique et les spectateurs après coup. C'est-à-dire, une fois considéré l'aura d'Orson Welles, dans la fin des années 90, donc bien après sa mort, on a dit, bon, il faut finir ce film pour honorer sa vision. Donc, pour conclure sur la première partie, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, sans arriver à une définition finie, il semble que un film va être achevé à partir du moment où il y a un produit qui va être livré et qui va connaître une certaine diffusion. Après, le jugement qui est porté sur l'achèvement, il va véritablement dépendre de la nature du projet et des points de vue qui sont projetés sur le projet. Donc, que ce soit le réalisateur, les commanditaires, les critiques ou les spectateurs, chacun projette un certain type d'attente dans l'objet fini. Donc ça a conduit, en fait, notamment la théorie récente du film, à dire que il n'y a pas de film inachevé. C'est quelque chose que j'ai retrouvé de manière surprenante, à la fois dans un livre sur Orson Welles et dans différents traités aujourd'hui un peu établis de Handbook of Film Studies, etc. Il n'y a pas de film non fini. Pourquoi ? Parce qu'en gros, le cinéma est un tel processus collectif, incertain, etc., qu'en gros, peu importe ce qu'on a devant les yeux, on peut considérer que c'est un film fini. Donc c'est un peu la vision postmoderne de tout ça y est, on est livré avec voilà. Donc il n'y aurait pas d'inachèvement en cinéma du fait de la nature collective, etc., et de l'absence de l'auteur en tant que force directrice in fine. Alors ce qui est intéressant du coup, le paradoxe que j'aimerais explorer dans la deuxième partie sur le cas The Other Side of the Wind, c'est qu'en gros, même si on se sert du cinéma pour critiquer la notion d'intentionnalité, quand il s'agit de finir le film, on en revient de manière quasi religieuse en fait à la figure du réalisateur, sous la forme de ce que moi j'appelle une herméneutique, en particulier une herméneutique collective, c'est-à-dire qu'on se nourrit de tous les éléments qu'a pu produire le réalisateur qui n'étaient pas dans le film fini, tel qu'il a été livré, et on essaie de reconstruire sa vision, même si on sait très bien en réalité que la vision était dépendante de tout un tas d'aléas qui font que le film fini n'aurait certainement pas correspondu à la vision originelle. Mais pour autant, on y revient par une forme de ce que moi j'appelle herméneutique. Donc avant d'en arriver au cas The Other Side of the Wind, dans le cas d'Orson Welles, on a beaucoup évoqué des causes profondes qui auraient mené à cette trajectoire en fait, d'inachèvement permanent. Donc évidemment des accidents en série, la mort des acteurs, etc. Il a eu l'image d'un réalisateur maudit pendant longtemps, mais aussi des causes internes. Le fait qu'il aurait eu des dispositions psychologiques, notamment à cause de son enfance qui a été très difficile, et qui aurait mené à une espèce d'impossibilité à finir les projets, en particulier son dernier film, qui était un peu le symbole de sa propre mort, etc. etc. Donc sans tomber dans ces explications-là, qui à mon avis ne me semblent pas satisfaisantes, il y a une troisième explication qui est le fait que l'inachèvement était une sorte de risque qui était le produit d'une méthode de travail très particulière. Alors, Orson Welles disait souvent que sa définition d'un réalisateur est quelqu'un qui presides over accident. C'est-à-dire qu'il laisse venir dans le cours de la création un certain nombre d'accidents que lui... Donc il en parlait en permanence, ce qu'il appelle les divins accidents. Divine accidents, donc l'idée que parfois il y a des choses qui se passent. Parfois, c'est juste une réplique d'acteur qui prend une résonance particulière ou un événement imprévu qui font que ça va donner son aura et que ça va donner sa force à la scène. En particulier, quand on la refait plusieurs fois, voilà, ce type de résonance peut se produire à répétition. Donc, un exemple qu'il affectionnait en permanence, particulièrement et qu'il mentionne assez souvent, c'est dans La soif du mal. Il y a un moment où l'inspecteur est en train de réfléchir à l'enquête. Et là, il voit un nid de pigeons à l'extérieur de la fenêtre. Il se penche, il attrape un œuf, et là, l'œuf se casse. C'était pas prévu par Orson Welles. Et en même temps, du coup, à partir de là, il a construit toute la scène, au sens dramatique de la scène, c'est-à-dire autour de cet événement imprévu. Puis dans la suite des reprises, là, pour le coup, l'accident a été mis en scène. Donc ça, c'est l'accident qui est toujours mis en avant par Welles pour dire je laisse dans ma méthode de travail venir ce type d'événements imprévus. Alors, bon, on peut dire que, en gros,
des mauvaises critiques pourraient dire que n'importe quel réalisateur ou n'importe quel artiste en fait pourrait revendiquer ce type de processus créateur. Il se trouve qu'à l'époque, c'est vraiment la méthode ou le style de mise en scène qui est fondamentalement associé à Orson Welles. Et je pense que c'est, mon argument, ce serait de dire que c'est ce type de stratégie de mise en scène, ou en tout cas stratégie discursive pour justifier sa mise en scène, qui fait qu'on a associé un potentiel très fort au film inachevé d'Orson Welles et à sa figure d'auteur. Pourquoi ? Parce que si vous combinez une trajectoire où vous avez quelqu'un qui a été une vedette dans sa jeunesse et puis qui ensuite a eu des aléas très forts en matière de production, à une conception selon laquelle le génie du réalisateur réside particulièrement dans la capacité à faire tenir tout un ensemble d'événements, d'accidents imprévus, etc., que personne d'autre n'est en mesure de faire tenir ensemble, vous avez une trajectoire qui libère toute une forme de potentialité liée à sa vision et à l'achèvement de sa vision. Voilà, alors pour revenir sur le cas The Other Side of the Wind, donc ce qui est intéressant dans ce film, et c'est juste un cas que j'aimerais ouvrir à la discussion, donc quand ils ont eu énormément de mal à finir le film, ça a été porté par 2 producteurs américains, voilà, plutôt des jeunes un peu indépendants qui ont fait une campagne de crowdfunding, qui ont essayé de lever des sous. Ça a été très difficile avant que Netflix finalement se jette dans le bain. Ils ont fait face à plus de 100 heures de rush. Il y avait, je crois, 2 mètres linéaires de notes, d'archives, de scripts, de notes quotidiennes, de mémos, de versions retravaillées du scénario qu'il a fallu utiliser pour monter un film fini. Sur plusieurs formats, il y avait du 8 mm, du 16 mm, du 35 mm, il y avait de la couleur, du noir et blanc. Donc vous voyez, on fait face à vraiment un cas extrême en fait, de chaos, puisque tout était éparpillé, il y avait des luttes juridiques dans tous les sens. Et le but des producteurs et des artistes qui se sont liés à ce processus, c'était de reconstruire la vision de Welles à partir de toutes ces notes éparses. Et donc, c'est là que s'est déployée une forme de ce que moi j'appelle une sorte d'herméneutique sociale ou collective, c'est-à-dire qu'on est allé chercher absolument tous les gens qui avaient eu parlé à Orson Welles pendant la production du film pour savoir qu'est-ce qu'il avait en tête, ce qu'on pensait qu'il avait en tête. Et l'idée, c'était de faire renouer le film avec une forme de devenir intrinsèque, même si, voilà, lui-même disait très bien, et les gens savaient très bien que ce qui se passait sur un tournage d'Orson Welles n'était pas prévisible, mais pour autant, quand il fallait finir le film, là, il fallait s'accrocher à cette vision-là. Et d'ailleurs, le générique final du film est très instructif de ce point de vue, c'est-à-dire qu'on a écrit d'abord, le film a été fait par Netflix, ensuite il y a écrit un film de Orson Welles, et ensuite les différents techniciens sont associés les uns aux autres. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, au montage, il y a écrit Orson Welles, plus le monteur d'aujourd'hui qui a travaillé ces 4 dernières années sur le film. C'est-à-dire qu'on a une sorte de coordination posthume entre différents techniciens. Et on retrouve ça à la fois chez les producteurs, à la fois chez les monteurs, mais aussi chez les musiciens. C'est-à-dire que les musiciens... la musique d'époque qui avait été déjà préenregistrée a été utilisée, et Netflix a demandé à Michel Legrand, qui avait été le dernier compositeur de Welles pour son dernier film en Europe, Falstaff, donc qui n'avait rien à voir avec ce projet-là, de finir la musique de The Other Side of the Wind. Donc je vous laisserai juge, si vous voulez regarder le film tel qu'il est terminé, je vous laisserai juge de ce qui a été effectivement produit, mais ce que je trouve intéressant, c'est que on a essayé de reconstruire, voilà, de manière très extrême en fait, un film cohérent à partir de 100 heures de rush. Vous imaginez que c'est énormément de matière, et 2 mètres linéaires d'archives, c'est aussi énormément de matière. Et donc on fait face finalement à un film qu'on pourrait dire n'est ni un film restauré, ni un film vraiment standard, mais un film achevé, dans un sens assez particulier du terme, et il me semble qu'on fait face ainsi à un nouvel objet, un peu étrange. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé d'équivalent en cinéma aujourd'hui. Il y a eu des films restaurés, il y a eu des films qui ont été finis parce qu'un acteur est décédé, et donc on l'a remplacé par voilà, des hologrammes ou des techniques d'effets spéciaux, mais un film dont on a cherché à vraiment achever la vision d'un auteur, c'est quelque chose de très particulier. Alors je passerai rapidement sur la dernière partie, mais je voudrais juste
ouvrir un peu une série de réflexions. En gros, ce que ce cas me semble montrer, c'est que dans le cas du cinéma, on fait place à une marchandise, effectivement, puisque c'est un film qui est censé être diffusé, qui est censé être vendu, donc c'est une dimension assez particulière. Je voulais développer autre chose, mais je pense que je n'aurai pas le temps. Et puis, ce qui me semble vraiment intéressant, c'est de montrer à quel point quand on s'intéresse à la valeur d'un film, c'est avant tout en tant que projet. On a souvent présenté les films comme étant des prototypes. Dans le cas d'un film comme The Other Side of the Wind, ce qui est intéressant, c'est la manière dont on a essayé de tirer des profits, ou en tout cas que ça va être des profits financiers ou esthétiques, à partir d'un projet qui était inabouti. Alors ça a toujours été le cas, c'est-à-dire quand on vend un film, il faut essayer de convaincre les investisseurs, les commanditaires, etc., du flux de revenus que celui-ci va produire. Ça, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Ce qui est nouveau, me semble-t-il, c'est les possibilités d'exploitation de ces œuvres-là et ce qu'elles font en fait à l'achèvement. C'est-à-dire que certainement le film d'Orson Welles n'aurait pas été achevé si les nouveaux modes de diffusion numérique n'avaient pas gagné une telle ampleur. En gros, personne ne voulait finir le film d'Orson Welles à part Netflix. Et pourquoi ils l'ont fini? Une des raisons qui est souvent invoquée, donc le patron de Netflix aimait bien dire que leur objectif, c'est d'amener Orson Welles à leurs 150 millions d'abonnés. Donc l'idée, c'est qu'en gros, on aurait tout un tas de niches artistiques qui se valent et aller dans... Enfin, il n'y a pas de petite niche. En gros, s'il faut produire un film pour aller cibler une niche de cinéphiles ou de fans d'Orson Welles qui, eux, aimeraient voir le film, pourquoi pas le faire. Et donc, du coup, la réflexion qu'on peut tirer de là, c'est est-ce que ces nouveaux modes de diffusion numérique ne vont pas produire des modalités d'achèvement très particuliers? En particulier, on pourrait très bien imaginer en réalité qu'on sorte plusieurs versions d'un film. Dans le cas d'Orson Welles, ça a été envisagé à un moment donné. On pourrait se dire, voilà, si les spectateurs veulent une telle version, on pourrait sortir 2, 3, 4 versions d'un même film, vu qu'on les a mis en ligne et qu'il n'y a pas de nécessité de diffusion et d'exploitation en cinéma, d'exploitation en salle. On pourrait imaginer, voilà, toute une série de processus d'achèvement beaucoup plus ouverts, beaucoup plus idiosyncratiques pour le coup. Et moi, je me suis posé la question de savoir comment est-ce que Orson Welles aurait lui-même exploité ces nouvelles potentialités. Est-ce qu'il aurait lui-même voulu présenter plusieurs versions d'un même film, une version de travail pour avoir des retours que les gens vont pouvoir voir, puis une version finie, etc. C'est toute une série de questions ouvertes, mais qui posent des questions sur l'avenir de l'achèvement des films, en tout cas. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Bon, ben, c'est une étude de cas sophistiquée et riche, évidemment, en toutes sortes de rebondissements, avec toutes sortes d'acteurs. En fait, quand on regarde ces problèmes, on a toujours le upstream, le downstream et au milieu. Et au milieu, c'est le travail de l'artiste. Upstream, c'est qu'est-ce qui s'est passé avant et comment est-ce qu'il a combiné toutes sortes de choses pour travailler. Et downstream, c'est une fois que c'est fait ou pas fini, qu'est-ce qui va arriver? Et là, on a une sorte de chaos généralisé un peu partout, parce que qu'est-ce qu'il avait en tête progressivement, alors qu'il commence par un triomphe, ce qui veut dire quand même qu'il faut que la mise en intrigue des cas d'inachèvement soit indexée sur la valeur et le crédit accumulé par quelqu'un. Si quelqu'un a fait un ratage considérable au début et puis après il fait un film totalement inachevé, ben, il est passé à la trappe et c'est terminé. Ça ne marche que dans des cas avec un chaos considérable qui crée évidemment la question qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se serait passé si? C'est le déclenchement gigantesque des contrefactuels. Et donc, voilà. Il y a toutes sortes de théories sur la composante luck, chance, dans toutes sortes de phénomènes, y compris des théories de l'égalitarisme luck. Et là, on pourrait penser à la créativité avec une forte composante de luck, de chance, mais dirigée ou appelée comme un mécanisme. Ça me fait penser, puisqu'on parlera de Rodin cet après-midi, quand
la fameuse Rodin a joué avec le hasard considérablement. L'homme au nez cassé, bon, le plâtre s'est cassé et il a dit je vais le garder et puis en avant. Et c'est la nature qui veut ça, etc. Donc les mécanismes sont multiples. Est-ce que je vais lancer le débat sur des questions? Moi, j'ai évidemment une question sur l'attitude de Netflix. C'est quand même une opération commerciale grandeur nature, quoi. Je ne sais pas si les commerciaux ont fait un brainstorming très sophistiqué pour emprunter les catégories de Todd Lebart, mais ça ressemble quand même beaucoup à ça. Et puis ensuite, le montrer à Cannes, ouvrir toutes les portes, forcer toutes les portes. Est-ce que ça, c'est Wellsien? Est-ce que Wells aurait fait du Netflix je ne sais pas. C'est pas sûr que ce soit une opération commerciale si intéressante. C'est une opération d'achat de crédit artistique. C'est ça, mais en fait, l'opération de post-production générale, c'est-à-dire montage, etc., a coûté, je crois, 15 millions, ce qui est quasiment le budget d'un petit film indépendant. Pour Netflix, c'est pas rien. Et visiblement, ils sont pas certains de revenir sur leurs frais, en particulier au regard du nombre de gens qui vont effectivement voir le film sur la plateforme. Et bon, après, ça dépend en fait, ça dépend pas tant de Cannes, ça dépend des efforts qui sont faits en termes de marketing et de positionnement de ces films-là. Et ça, c'est une dimension aussi très intéressante, je pense, qui existait pas trop, je pense, avant l'arrivée de la VOD, c'est que les films existent dans des collections de films. Effectivement, on allait au vidéo store, etc. Mais là, aujourd'hui, on est vraiment dépendant d'associations qui sont faites les unes entre elles. Et donc, où est-ce que ce film-là va être mis? Est-ce qu'il va être mis dans un film, dans la catégorie des films historiques? Est-ce qu'il va être mis dans la catégorie des films de cinéphiles? Comment il va être mis sur le marché? Comment il va être poussé? Est-ce qu'il va être poussé ou pas? Dans les premières semaines d'exploitation, en tout cas, les chiffres étaient assez faibles. Ce qui ne veut pas dire que la direction était déçue, parce qu'eux-mêmes revendiquent le fait qu'ils sont des cinéphiles, qu'ils ne sont pas là que pour l'argent, etc. C'est des Américains. Mais oui, juste là, il faudrait faire une comptabilité assez précise, parce qu'il y a des cas où dépenser beaucoup d'argent pour un succès improbable, mais avec un succès d'image considérable, ça c'est une comptabilité élargie évidemment. Et ça me fait penser à ce que Johnson et Wax, qui a financé le building de headquarter de Racine en Wisconsin, fait par Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright revenait tout le temps en disant il me faut encore ci, il me faut encore ça, et le patron se disait mais c'est pas possible, ça va me coûter une fortune. Et l'immeuble a été un tel succès qu'au bout de 6 mois, ils s'étaient archi remboursés de tous leurs frais en termes d'image. Donc c'est évidemment une comptabilité de deux natures différentes. C'est comme Amazon qui vante sa capacité à contrer la longue traîne, comme on dit, c'est-à-dire je mets en circulation des livres qui sont totalement oubliés. Par ailleurs, je maximise et j'amplifie considérablement le marché dans ce qu'il a de plus radicalement inégalitaire. Donc je joue sur les deux tableaux. Je sauve ce qui était dans l'oubli et en même temps j'amplifie le commerce tel qu'il fonctionne. Et en même temps, du coup, un bon test serait de voir si l'audience va aller voir le film voilà, après, parce que l'idée, enfin, a priori, c'est plutôt des cinéphiles, des universitaires, des gens comme ça qui ont été ciblés dans la restauration de ce film, enfin dans l'achèvement de ce film. Alors,